28 février 2026. Les premières bombes américaines pleuvent sur Téhéran. À ce moment-là, Trump justifie l'attaque en disant que l'Iran était à 2 semaines d'obtenir une bombe atomique. Sa propre directrice du renseignement national a dit que c'était faux. L'Agence internationale de l'énergie atomique a dit que c'était faux. Son secrétaire d'État a dit, en privé, que c'était un mensonge. Mais alors du coup, pourquoi Trump a déclenché cette guerre ? Lorsqu'on évoque les raisons de l'attaque, un nom revient souvent, Benjamin Netanyahou. On y reviendra un peu plus tard. D'abord, pour réellement comprendre les raisons de l'attaque, il faut comprendre le contexte global. Revenons 14 mois plus tôt, Israël avait lancé l'opération Midnight Hammer, détruisant le réseau de défense aérienne iranien. Le 21 juin 2025, les États-Unis se sont directement joints à l'opération, frappant les installations d'enrichissement de Fordo, Ispahan et de Natanz. L'installation de conversion, indispensable pour transformer l'uranium enrichi, et donc construire une arme atomique, a été détruite. Voilà pour le tableau nucléaire. Et pour ce qui est des soutiens de l'Iran dans le Golfe, la situation était critique. En effet, regardons un peu l'état de tous les alliés de l'Iran dans la région. La direction du Hamas était décimée, celle du Hezbollah éliminée. La Syrie de Bachar al-Assad s'est effondrée en décembre 2024. Et à l'intérieur même de l'Iran, on avait des manifestations énormes qui se tenaient depuis décembre 2025, le moment où le rial avait atteint son plus bas historique. À cette époque-là, pour 1,2 million de rials, on avait $1. Les commerçants du Grand Bazar de Téhéran ont amorcé les manifestations et en quelques jours, les protestations s'étaient étendues à 26 provinces. À ce moment-là, l'Iran a coupé tout accès à Internet. C'était le 8 janvier 2026. Les organisations de défense des droits de l'homme ont estimé à plus de 6000 morts les conséquences de la répression des autorités iraniennes. On avait donc un régime qui venait de voir ses installations nucléaires détruites, ses soutiens dans le Golfe tombés un par un et qui était en train de lutter pour sa survie face aux manifestants. Et c'est donc ce pays-là que Trump a décrit comme étant à 2 semaines d'une bombe atomique. C'est un peu difficile à croire. Et regardons le discours des propres institutions américaines. Tulsi Gabbard, sa directrice du renseignement national, a témoigné devant la commission du renseignement du Sénat le 18 mars. Selon elle, le programme d'enrichissement iranien avait été anéanti par les frappes de juin 2025 et il n'y avait eu depuis lors aucun effort de reconstruction. Ce sont ses mots. Raphaël Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, il a tenu une conférence de presse le 2 mars 2026. Il ne voyait, je cite, aucun signe d'un programme structuré d'armes nucléaires. On parle ici des propres institutions de Trump. En conclusion, la justification officielle, elle était fausse, c'est une évidence. L'Iran n'était pas du tout sur le point de produire une bombe nucléaire. Mais en plus de ça, au même moment, un accord diplomatique était discuté entre l'Iran et les USA. Et selon plusieurs sources, il était même très proche d'être finalisé. Et quand on creuse un peu plus sur la teneur des négociations, c'est là que les choses deviennent vraiment étranges. On est le 26 février 2026, à Genève, 2 jours avant les bombardements américains. Les USA et l'Iran sont en pourparlers avancés à propos de la fin du nucléaire iranien. Un représentant d'Oman assurait la médiation, Badr bin Hamad al-Boussaidi, le ministre des Affaires étrangères. Il a été interviewé sur CBS à la fin des négociations. Selon lui, un accord entre les États-Unis et l'Iran était à portée de main. Il y avait eu des progrès substantiels. Ne restait plus qu'à finaliser les détails le 2 mars à Vienne. Un conseiller britannique, qui lui aussi avait participé aux pourparlers, estimait qu'il y avait de grandes chances d'aboutir à un accord. Cette évaluation est parvenue à Aaron David Miller, un expert du Moyen-Orient, qui l'a rendu public après le début de la guerre. Même l'envoyé de Trump, Steve Witkoff, avait reconnu que le projet iranien présentait des éléments intéressants. Et quand on regarde ce que l'Iran avait mis sur la table, on comprend mieux les réactions des personnes impliquées. L'Iran a proposé une pause de plusieurs années sur l'enrichissement d'uranium, une diminution substantielle du stock existant. Le ministre des Affaires étrangères iranien l'a confirmé sur CBS le 15 mars. Une surveillance étendue de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et l'élément le plus déterminant pour la non-prolifération, aucune accumulation d'uranium enrichi. 0. Et ce dernier point est crucial. La capacité d'enrichissement seule ne permet pas de construire une bombe. Il faut pour cela un stock de matières premières utilisables. Et l'Iran proposait d'éliminer entièrement ce stock. Le régime iranien était à bout de souffle et a donné à Witkoff tout ce qu'il pouvait pour pouvoir se concentrer sur la situation intérieure de leur pays. Tous les superviseurs présents étaient persuadés d'un accord. L'Iran ne pouvait pas proposer mieux.
Et pourtant, les USA attaquaient l'Iran 2 jours plus tard. Witkoff a estimé que tout ça n'était pas suffisant. Le 3 mars, quelques jours après que la guerre ait commencé, Witkoff a tenu un briefing. L'Arms Control Association a obtenu des enregistrements. Ce qu'il révèle, c'est un homme qui n'avait rien compris au programme qu'il venait de négocier. Quelques exemples. Il a exprimé sa surprise sur le fait que l'Iran fabrique des centrifugeuses, alors que c'est un fait documenté depuis des décennies. Il a qualifié la centrifugeuse iranienne de probablement la plus avancée au monde. C'est très loin d'être le cas. Il a appelé Natanz, Fordo et Ispahan des réacteurs industriels. Ce sont en réalité des installations d'enrichissement. Cela n'a rien à voir. Arrêtons-nous 2 secondes sur ce point. L'homme qui était en charge de négocier, pour Trump, l'arrêt du programme nucléaire iranien ne comprenait rien au processus de fabrication d'une arme atomique. C'est quand même un problème. Et d'ailleurs, il y a un détail qui a fait basculer la négociation, et c'est totalement lunaire. Il y a un réacteur de recherche à Téhéran. C'est une installation de 5 MW qui produit des isotopes médicaux, comme des radiopharmaceutiques pour le traitement du cancer, et également de l'imagerie. Ce réacteur, il a été fourni par les États-Unis en 1967, il y a 60 ans. Des inspecteurs l'ont examiné le 22 décembre 2025, 3 mois avant les frappes, et n'ont soulevé aucune inquiétude. Le combustible du réacteur, c'est 45 kg d'uranium enrichi à 20%, sous forme de barres de combustible assemblées. Des barres assemblées ne peuvent pas être enrichies davantage, donc elles sont impropres à un usage militaire. Et l'installation nécessaire pour une conversion avait été détruite par Israël en juin 2025. Et c'est pourtant ce réacteur qui a été l'argument principal de Witkoff pour convaincre Trump. Witkoff a dit à Trump qu'il y avait quelque chose de bizarre à propos de ce réacteur, que l'Iran stockait du combustible pour l'enrichir. Et basé sur ça, il a dit à Trump que la diplomatie avait échoué. Et Trump l'a cru, malgré tous les autres retours, dont ceux du Premier ministre omanais et d'un conseiller expert britannique. Mais en réalité, Witkoff n'a pas eu à argumenter beaucoup. Il s'était passé quelque chose quelques semaines avant qui avait scellé le sort de l'Iran dans l'esprit de Trump. Revenons au 11 février 2026. On est 2 semaines avant les bombardements. Trump se trouve ce jour-là dans la Situation Room, un centre de commandement sécurisé dans la Maison-Blanche. C'est de là que le président américain suit les crises internationales ou les opérations militaires. Dans cette salle, il y avait également Benjamin Netanyahou qui lui faisait face. Il était appuyé par le directeur du Mossad David Barnea et des responsables militaires israéliens. Le but de cette visite, c'était d'essayer de convaincre Trump de se joindre à Israël pour attaquer l'Iran. Netanyahou a avancé 4 arguments. Le premier, c'est que le programme de missiles iraniens pouvait être facilement détruit en quelques semaines. Ensuite, le fait que le peuple iranien accueillerait probablement favorablement les frappes, et qu'il y aurait peut-être une rébellion intérieure accompagnée de combattants kurdes, qui pourraient passer à l'action. Le troisième argument, c'était qu'il y avait déjà un successeur de choisi, un successeur laïque. Netanyahou a avancé le nom de Reza Pahlavi. Et enfin, sur la question la plus importante pour les USA, Netanyahou a affirmé que l'Iran serait trop affaibli pour fermer le détroit d'Ormuz, et que les représailles contre les intérêts américains dans le Golfe seraient minimes. Le lendemain de cette rencontre, Trump a tenu un meeting avec tous ses proches conseillers, sans les Israéliens. Le rejet de l'offre a été immédiat par tout le monde. On avait le directeur de la CIA, Ratcliffe. Il a qualifié le scénario de changement de régime de clownesque. Rubio a dit « c'est des conneries ». Le général Kane a expliqué à Trump que ce que venait de faire Netanyahou, c'était une manière de procéder connue d'Israël. Ils survendent leur cas, ils font un forcing, car ils ont besoin des États-Unis. Puis il a exposé la réalité militaire. Des stocks de munitions épuisés, le détroit d'Ormuz extrêmement difficile à sécuriser, l'Iran susceptible de le fermer. Mais tout ça n'a pas convaincu Trump, qui a supposé que l'Iran capitulerait rapidement. Le vice-président Vance était le plus remonté. Les mots employés, chaos régional, victimes civiles, base électorale trahie. Il a aussi soulevé le problème du détroit d'Ormuz, spécifiquement. Il a parlé des marchés énergétiques mondiaux, de l'augmentation du prix du carburant. D'autres dans la salle ont été plus discrets. Il y avait Suzy Wiles, une stratège politique républicaine très influente. Elle craignait en privé une nouvelle guerre au Moyen-Orient, mais face à Trump, elle n'a rien dit. Le directeur de la communication de la Maison-Blanche, après avoir noté les retombées en termes d'image, a simplement dit « Quelle que soit la décision prise par Trump, ce serait la bonne ». Il ne s'est pas mouillé. Chaque personne a pu s'exprimer, personne n'a été court-circuité. Mais personne n'a pu convaincre Trump. En réalité, Netanyahou avait déjà convaincu Trump depuis la veille.
plus rien ne pouvait le faire changer d'avis, pas même son vice-président. Il faut dire que Netanyahou y connaissait bien son audience. Chaque argument qu'il a utilisé était calibré pour Trump. Il a parlé de fenêtres limitées dans le temps, de soutien populaire, de risque minimal, exactement ce que Trump avait envie d'entendre. Quand il a terminé sa présentation, Trump a dit « ça me semble bien ». Sa décision était prise à ce moment-là, plus rien ne pouvait le faire changer d'avis. Le 24 février, 4 jours avant le début des frappes, 2 jours avant les négociations de Genève, 12 F-22 Raptors ont été déployés à la base aérienne d'Ovda, dans le sud d'Israël. Premier déploiement de toute l'histoire d'armement offensif américain sur le sol israélien. Ça a fait la une des journaux immédiatement, et c'était le but. Le porte-parole de l'IDF, l'armée israélienne, le brigadier général Efi Defrin, l'a confirmé après les frappes. Le déploiement d'Ovda faisait partie de mois de stratégie conjointe américano-israélienne, manipulation d'images satellites, fuite délibérée, désinformation coordonnée. La fuite sur les F-22 a été conçue et fabriquée pour forcer les responsables iraniens à se déplacer vers un emplacement qui pourrait être ciblé par les missiles israéliens. Et le même jour où le ministre omanais des Affaires étrangères passait à la télévision pour dire qu'un accord était à portée de main, le 26 février, Trump a réuni son cercle proche et a fait un tour de table. Chaque personne a donné son avis sur l'entrée en guerre, mais c'était purement symbolique. En réalité, la décision était déjà prise. Ce rituel s'est déroulé le même jour où Witkoff était censé négocier avec l'Iran à Genève. On comprend bien que les négociations étaient de façade, il n'y a jamais eu intention de négocier avec l'Iran. Évidemment, la finalisation des détails qui était prévue le 2 mars à Vienne n'a jamais eu lieu, et les frappes ont commencé le 28 février. La guerre a eu lieu, maintenant on a un petit peu de recul. Regardons ce que la guerre a produit, et comparons aux promesses de Netanyahou. Netanyahou avait dit que le programme de missiles serait détruit en quelques semaines. Il ne l'a pas été. Il avait dit que l'Iran serait trop affaibli pour fermer le détroit. L'Iran l'a fermé immédiatement. Il avait dit que les représailles contre les intérêts américains dans le Golfe seraient minimes. L'Iran a frappé le quartier général de la 5e flotte américaine à Bahreïn, a frappé la base aérienne d'Ali al-Salem au Koweït, avec des dommages significatifs. Également visé des cibles aux Émirats. Des débris d'interception ont provoqué des incendies au port principal de Dubaï et sur la façade du Burj Al Arab. Au total, 13 militaires américains ont été tués. Un F-15 de l'US Air Force a été abattu au-dessus de l'Iran, le pilote récupéré rapidement. 4 pays alliés des États-Unis dans le Golfe ont été frappés par des bombes iraniennes. Le prix du pétrole brut a dépassé les $100, pour la première fois depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et la seule chose que Netanyahou avait promise et qui s'est produite, c'est-à-dire la décapitation du régime, ça a produit une issue qui n'a pas du tout été celle espérée. En effet, le 1er mars, les médias d'État iraniens ont confirmé la mort de Khamenei. Tué également dans la première salve, Ali Larijani, haut responsable de la sécurité, Mohammad Pakpour, commandant en chef des gardiens de la Révolution, Majid Kademi, chef du renseignement des gardiens, Abdolhaim Moussavi, chef d'état-major des forces armées, Aziz Nazirzadeh, ministre de la Défense. En gros, tout l'état-major a été décapité en une seule frappe. Et le successeur, ça a été Mojtaba Khamenei, le deuxième fils du guide suprême qui venait d'être tué. Il n'avait pas de rôle officiel préalable, mais il avait une loyauté profonde envers les gardiens de la Révolution. Trump, à ce moment-là, dit à NBC, c'était en mi-mars environ, qu'il ne savait même pas si Mojtaba était vivant. Il dit aussi à Axios que Mojtaba était un poids léger, que pour lui c'était inacceptable qu'aucun dirigeant sans approbation préalable des États-Unis n'allait durer longtemps. Et pourtant, au 1er avril, la position de Trump avait évolué. La nouvelle direction iranienne était d'un seul coup devenue moins radicale et bien plus raisonnable. Vance, qui avait prédit la fermeture du détroit, le chaos régional, les victimes de masse, a négocié le cessez-le-feu. Cela a été annoncé le 7 avril. Les conditions envoyées par les États-Unis à l'Iran via le Pakistan, c'était un plan de paix en 15 points. Une levée totale des sanctions, une aide nucléaire civile à Bushehr, une suppression des mécanismes de réactivation, un abandon de l'accumulation d'enrichissement et une supervision de l'agence de contrôle nucléaire. Revenons un peu en arrière, c'était exactement ce que l'Iran avait proposé lors des négociations de Genève. Les conditions qu'a proposé Trump pour arrêter la guerre sont les mêmes que ceux que l'Iran avait proposés pour ne pas la commencer. Cette guerre a été inutile. Et les frappes, elles n'ont pas éliminé la menace nucléaire. Elles ont éliminé l'infrastructure, mais elles ont laissé les connaissances. Et surtout, elles ont fourni aux gardiens de la Révolution une vraie justification
pour accélérer le programme. Maintenant, l'Iran sait que les États-Unis peuvent les attaquer à tout moment, et ils ont encore plus de raisons de tout faire pour développer une arme nucléaire, dans un futur plus ou moins proche. 13 vies américaines, un F-15 abattu, des bases militaires frappées dans 4 pays, le pétrole au-dessus de $100. C'est ça le coût d'une mauvaise décision politique. Le coût d'une décision prise sur un coup de tête, sans écouter ses conseillers. Le coût d'envoyer un négociateur incompétent. Netanyahou a profité de son passage à Washington. Vance, Rubio et Kaine ont essayé de dire ce qu'il fallait dire, mais aucun d'eux n'a poussé assez fort pour que ça change quoi que ce soit. Voilà pourquoi Trump a déclenché la guerre. La décision, elle n'a pas été prise le 28 février. Elle a été assemblée, pièce par pièce, par celui qui avait le plus à y gagner.